Tu t'éloignes, il te manque. Tu y restes, il te saoule. S'en aller et sauver son âme ou rester et s'y coucher près de son arme? On ne sait plus ce qu'il faut faire, ce qu'il faut croire, on ne sait plus. En exil chez soi, en exil chez les siens, en exil chez les autres. Éloigné ou chez le voisin, ce pays, c'est notre pays, mais plus personne ne le reconnaît. Ni ceux qui sont partis, ni ceux qui sont restés, ni ceux qui sont revenus. Ce pays est le nôtre. Mais il appartient aux sanguinaires, au Diel Zidane d'Omélus. Mise en onde de Junie l'image, caméra Winnie J. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, microphone le pasteur Jean-Fils Aimé, content de vous retrouver pour une autre édition de l'émission Lumière sur le monde. J'espère que vous avez prêté attention à ce texte qui met en exergue le paradoxe de vivre dans un pays immensément riche ou sur un continent immensément riche et d'être parmi les populations les plus pauvres, sinon de constituer les populations les plus pauvres. C'est ça le paradoxe des Africains, c'est ça le paradoxe des Afro-descendants. Nous vivons sur des territoires immensément riches. Nos frères africains vivent sur le continent le plus riche du monde. Pourtant, on nous maintient dans la pauvreté la plus extrême, en sorte que la question à se poser, mais à qui profitent nos richesses? Au nom de quel procédé arrive-t-on à maintenir les populations noires dans la pauvreté la plus abjecte, tandis que ces mêmes populations vivent sur des territoires immensément riches? Un seul mot pour répondre à cette question, le néocolonialisme. On va voir ce que c'est que le néocolonialisme, les méthodes du néocolonialisme, et vers la fin, la question à se poser, puisque nous vivons sur des territoires immensément riches, tandis que nous sommes parmi les plus pauvres du monde, c'est comment se défaire du néocolonialisme. Voilà le sujet de ce matin. Je vous veux éveiller. Pour ce faire, allez vous faire une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. En tout cas, servez-vous tout ce qui peut vous garder en état d'éveil, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Voici une pièce.
parle, en termes de ressources minérales seulement, de plus de 20 milliards de dollars américains. Et depuis que cette étude a été réalisée, on retrouve en Haïti des compagnies minières canadiennes et américaines, toujours les mêmes. Et pourtant, là où on exploite ces mines, la population demeure extrêmement pauvre, en sorte que la question demeure, mais à qui profitent ces richesses? Des ressources qui normalement auraient dû enrichir les populations noires, les populations africaines et les populations afrodescendantes se trouvent être comme une malédiction parce que, précisément parce que ces ressources existent sur ces territoires sont l'objet de toutes les convoitises des autres puissances du monde, en sorte qu'on veut chasser ces populations de leur territoire pour pouvoir mettre la main sur ces ressources-là. Au fait, le problème, c'est qu'on aime l'Afrique, mais on n'aime pas les Africains. Le drame, c'est qu'on aime Haïti, mais on n'aime pas les Haïtiens. Vous savez, depuis la mort de Floyd, tout le monde combat le racisme. Et je me dis à la blague, on dirait que le racisme est partout, mais les racistes sont nulle part. Puisque tout le monde condamne le racisme, il doit bien être quelque part, le racisme. Mais si on dit, mais qui est raciste? Personne n'accepte de se faire traiter de raciste. Pourtant, on ne peut combattre le racisme si on ne combat le néocolonialisme. Je reprends. On ne peut combattre le racisme si on ne combat le néocolonialisme, parce que c'est le néocolonialisme qui nourrit le racisme. Il faut d'abord comprendre ce que c'est que le néocolonialisme, quels sont les ressorts, quels sont les enjeux, quelles sont les méthodes qu'on utilise pour nourrir justement le racisme par le néocolonialisme. Et vers la fin de l'émission, il faudra se poser la question, mais comment se défaire du néocolonialisme? Les pays noirs n'iront nulle part, que ce soit les populations africaines, que ce soit les populations afro-descendantes, des peuples comme les Haïtiens ou les Martiniquais, les Guadeloupéens, bref, les Antillais, nous n'irons nulle part. Aussi longtemps que nous ne comprenons pas ce que c'est que le néocolonialisme, et une fois qu'on l'aura compris, qu'on s'en défasse justement. Et c'est de cela qu'on va parler. Alors, allons-y pour une définition du néocolonialisme. Qu'est-ce que c'est que le néocolonialisme? Je vais y aller par une définition pratique du néocolonialisme avant d'y aller par une définition beaucoup plus théorique. Bon. Pour vous aider à comprendre ce que c'est que le néocolonialisme, je vais vous poser une question. Connaissez-vous la différence entre un pays indépendant et un pays intendant? Connaissez-vous la différence entre un gouvernement indépendant et un gouvernement intendant? Allons-y pour un pays indépendant, un pays ou un gouvernement indépendant. Un gouvernement indépendant, c'est un gouvernement qui est maître chez lui, qui contrôle son territoire, qui contrôle son armée, qui contrôle son école, qui contrôle ses ressources et ses politiques publiques. Je reprends. Un pays indépendant ou un gouvernement indépendant, c'est un gouvernement qui contrôle son territoire, son armée, son école, ses ressources, ses politiques publiques, etc. Connaissez-vous un pays africain qui puisse se targuer de ce titre-là, c'est-à-dire d'un pays africain qui contrôle son territoire, qui a la parfaite maîtrise de son territoire, qui contrôle son armée, qui a le parfait contrôle de son système de scolarisation, ce qu'on appelle l'éducation, qui contrôle non seulement ses ressources, mais qui en contrôle aussi la transformation et aussi
qui contrôle ses politiques publiques, ça, ce serait un gouvernement indépendant. Maintenant, voici ce que c'est qu'un pays intendant ou un gouvernement intendant. Un pays intendant ou un gouvernement intendant, c'est un gouvernement qui gère son territoire pour un maître qui choisit de s'absenter. C'est un gouvernement qui gère une armée pour un maître qui choisit de s'absenter. C'est un gouvernement qui gère des ressources, qui gère une école pour un maître qui choisit de s'absenter, mais le véritable maître, il est ailleurs. Une fois que vous avez compris ce que c'est qu'un pays intendant ou un gouvernement intendant, vous devez avoir maintenant l'intégrité intellectuelle de vous dire que la plupart des pays africains, la plupart des gouvernements africains ou des gouvernements afro-descendants sont des gouvernements intendants plutôt que des gouvernements indépendants. Ils gèrent, bien sûr, mais pour un maître qui s'appelle la France. Il gère, bien sûr, mais pour un maître qui s'appelle l'Angleterre. Il gère, bien sûr, pour plusieurs maîtres dans le cas d'Haïti, qui s'appelle le Canada, qui s'appelle la France, qui s'appelle les États-Unis. Et si ce gouvernement intendant s'avise de faire les choses à sa façon, si ce gouvernement intendant s'avise d'en faire à sa tête, ce sera pas compliqué, on va le renverser au profit d'un gouvernement beaucoup plus servile, au profit d'un gouvernement beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible, aux mains, aux vœux et aux dictats des véritables maîtres. Voilà des exemples qui vont vous aider à comprendre ce que c'est que le néocolonialisme. Dans le cas du Congo, par exemple, la République démocratique du Congo, vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons célébré le 60e anniversaire de la décolonisation. Et vous notez que j'ai dit décolonisation, j'ai évité de dire indépendance, même si sur papier, le Congo effectivement est devenu indépendant, mais c'est dans les lettres. Dans les faits, c'est autre chose. Savez-vous que même si, sur papier, la Belgique a laissé la République démocratique du Congo il y a 60 ans, même si sur papier, le Congo s'est proclamé indépendant, dans les faits, lorsque les Belges sont partis, ils ont mis sur pied une société qu'on appelle la Société Générale de Belgique. Tenez-vous bien, qui a contrôlé 70% de l'économie congolaise. Donc, ce n'était pas un gouvernement indépendant, puisque qui finance commande. Celui qui contrôle ton économie, celui qui contrôle tes finances, te commande en général. Donc, vous notez que même si les Belges sont partis, par cette entité qu'on appelle la Société Générale de Belgique, ils ont continué, les Belges, à contrôler jusqu'à 70% de l'économie congolaise. L'exemple d'Haïti que je connais bien. Les Haïtiens ont proclamé leur indépendance en 1804. Dessalines, le premier chef d'État de cette république, voulait effectivement un État indépendant. Mais tout de suite après la proclamation de l'indépendance, la France a commencé à envoyer des émissaires, en particulier à la mort de Jean-Jacques Dessalines. On a envoyé des émissaires dans le royaume du Nord dirigé par Christophe. Que s'est-il passé? Christophe a jeté en prison ses émissaires. Il les a embarqués pour la France. Mais dans l'Ouest, c'était autre chose. Pétion a commencé à négocier. Et finalement, Boyer a accepté de signer un accord avec la France, accord par lequel Haïti paierait 150 millions de francs pour la reconnaissance de son indépendance par la France. Dès la signature de cet accord en 1825, Haïti a perdu son indépendance. Donc, quand on parle d'indépendance d'Haïti, Haïti pouvait se targuer d'être indépendante de 1804 à 1825, car à compter de 1825 jusqu'à nos jours, on ne peut plus parler
d'Haïti comme un pays indépendant. Pour que vous ayez la chose en termes de proportion, 150 millions de francs représentaient 5 fois le PIB de la France, mais les 150 millions de francs représentaient 300% le PIB d'Haïti. Et vous savez en quelle année nous avons fini de payer cette dette? En 1950. Et vous savez à qui nous avons emprunté de l'argent pour payer à la France cette dette de l'indépendance? Aux banques françaises. Lorsque les Américains sont entrés en Haïti en 1915 pour contrôler notre territoire pendant 19 ans, ils ont dit non, vous n'allez plus emprunter aux Français pour payer aux Français, vous allez emprunter à nos banques à nous pour rembourser les Français. Mais c'est quand même 300% de notre PIB. C'est ça, le néocolonialisme. Le terme néocolonialisme a été utilisé pour la première fois par Jean-Paul Sartre en 1956. Ce qu'il a voulu faire comprendre par ce terme-là, c'est que même si les pays colonisateurs ne sont plus physiquement présents sur le territoire des pays anciennement colonisés, même si les pays colonisateurs n'envoient plus leurs armées pour contrôler les populations des peuples anciennement colonisés, ces pays colonisateurs se donnent de nouvelles méthodes, d'où le terme néocolonialisme, pour demeurer les colons de ces peuples soi-disant libres et indépendants. Et nous allons voir les méthodes que les pays colonisateurs, toutes les puissances européennes, nommez-les la France, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre et aux États-Unis, enfin en Amérique, les États-Unis. On va voir les méthodes que ces pays-là utilisent pour continuer à contrôler nos territoires, immensément riches, comme je le dis, en sorte que nos richesses à nous, qui sont immenses, ne profitent jamais à nos populations, mais profitent à ces pays colonisateurs. Si on ne comprend pas les mécanismes du néocolonialisme, on ne pourra jamais répondre à la question suivante: comment expliquer le paradoxe de ces populations qui vivent sur des territoires immensément riches alors qu'elles sont parmi les plus pauvres du monde? Alors, une fois qu'on a compris ce que c'est que le néocolonialisme, on a vu deux exemples dans le cas de la République démocratique du Congo, dans le cas d'Haïti, on a vu une définition, n'est-ce pas, théorique de Sartre sur ce qu'est le néocolonialisme. Maintenant, regardons ensemble les méthodes que les colons d'hier, qui sont encore les colons d'aujourd'hui, utilisent pour voler nos richesses, les richesses de nos territoires, tandis que nous, les populations de ces territoires, demeurons parmi les plus pauvres du monde. On s'arrête ici. Je vous reviens après la musique que voici. À tout à l'heure. « 75 ans d'exploitation, vous n'êtes pas satisfait. Libérez l'Afrique. Ah, nous ne voulons plus de vous, le franc CFA c'est fini. Nous ne voulons plus de vous, le franc CFA c'est fini. À libérer l'Afrique, nous ne voulons plus de vous. Libérer l'Afrique, nous ne voulons plus de vous. Ah, vous nous avez assez dupé, nous ne voulons plus de vous. Nous ne voulons plus de vous. À libérer l'Afrique, nous ne voulons plus de vous. Libérer l'Afrique, nous ne voulons plus de vous. Motion de soutien, Fribon, on peut donner à la traite négrière, l'esclavage, la colonisation, aujourd'hui l'exploitation de l'Afrique. Non, nous sommes tellement fatigués, trop c'est trop. Nous sommes fatigués. Première colonisation, ils nous ont missés. Deuxième colonisation, ils veulent nous tuer. Non, nous ne voulons plus, trop c'est trop.
avons subi trop de crimes venant d'eux. Notre monnaie fabriquée chez eux là-bas. Quelle comédie mal montée. Ils nous les donnent en miettes. On dirait ils nourrissaient poussins d'un coup le matin. Libérez-nous, libérez-nous, Africa, nous ne voulons plus. Libérez-nous, Africa. Chers dirigeants africains, l'opportunité vous est donnée d'écrire vos noms dans l'histoire. Si vous vous obstinez à continuer avec les colons, nous, peuple africain, nous allons utiliser vos noms comme papier hygiénique pour faire grossir asticot dans WC. On connaît vos méthodes, vous nous montez les uns contre les autres. Denis Seba, l'exemple à suivre. Ate, Ayo, Eneswandi. Thomas Sankara, ils ont assassiné. Patrice Lumumba, ils ont assassiné. Mohamed Gaddafi, ils ont assassiné. Le pétrole, ils ont exploité. La bauxite, ils ont exploité. Le diamant, ils ont exploité. Le bois, ils ont exploité. À libérer l'Afrique, nous ne voulons plus de vous. Maintenant que nous avons vu ce que c'est que le néocolonialisme, regardons les méthodes, les nouvelles méthodes. C'est pour ça qu'on parle de néocolonialisme. Les nouvelles méthodes utilisées par les colons d'hier pour avoir une mainmise sur les populations, mais surtout sur les ressources des pays anciennement colonisés. D'abord, l'école. Soyons clairs, les pays colonisateurs n'ont absolument aucun intérêt dans l'éducation véritable des populations anciennement colonisées. Non, au contraire. Ces pays-là souhaiteraient que ces populations-là ne soient jamais éduquées. D'où la différence qu'il faut continuer à faire entre scolarisation et éducation. Mais si ces pays colonisateurs veulent être présents dans l'école, c'est pour pouvoir contrôler l'esprit des populations anciennement colonisées. Et vous allez voir que ces pays colonisateurs s'estiment, n'est-ce pas, généreux. Ils sont prêts à délier la bourse pour aider dans la construction des écoles, pour envoyer, n'est-ce pas, des professeurs pour la formation des maîtres, n'est-ce pas, sur ces territoires anciennement colonisés. L'objectif, c'est d'enchaîner les esprits de ces pays anciennement colonisés. L'école. En sorte que tout pays qui cherche véritablement à être indépendant cherche d'abord l'indépendance de son système scolaire. En Haïti, on cherche encore ce système scolaire haïtien. Non, il n'y a pas de système scolaire haïtien. Nous avons une école française transplantée sur le territoire haïtien. Parce que l'école, c'est un outil formidable, c'est un outil redoutable aux mains de ces anciens colons. C'est ainsi qu'ils gardent soumises les populations qui vivent sur ces territoires extrêmement riches. C'est ainsi qu'ils dressent les élites, de telle sorte que ces élites les servent, eux, les anciens colons, plutôt que leur propre population. Regardez autour de vous, indépendamment du pays africain dans lequel vous vivez, ou du pays afro-descendant dans lequel vous vivez, vous allez voir que les anciens colons veulent toujours avoir le contrôle de nos écoles. Ils investissent dans nos écoles. Ils sont généreux. On dirait qu'ils sont devenus tout à coup de bonnes personnes parce qu'ils encouragent la création de l'école. Mais pourquoi le font-ils, ces anciens pays, ces anciens colons-là? C'est pour garder nos esprits sous leur contrôle. Ça, c'est le premier outil du néocolonialisme. Le deuxième outil du néocolonialisme, c'est la religion. Ne nous trompons pas, hein. Je l'ai dit et redit à plusieurs reprises à cette émission, la religion n'est jamais un outil neutre.
Ce n'est pas pour rien que dans les pays anciennement colonisés, la religion de prestige, la religion qui est adoptée par les populations de ces pays anciennement colonisés, c'est justement la religion des anciens colons. Mais pensez-y un instant. Est-ce logique que la religion qui m'est apportée par mon pire ennemi soit devenue ma religion nationale? Voyons donc. Je reprends la question. Est-ce que c'est normal, pensez-y, que ce soit dans un pays africain, que ce soit en Haïti ou bien dans un pays des Antilles, est-ce que c'est normal que la religion qui m'a été apportée par mes pires ennemis soit devenue ma religion nationale? Voyons donc. J'aime dire à la blague, quand un prêtre du haut de sa chair dit « Dominus vobiscum », le Seigneur est avec vous. Ce qu'il veut dire en réalité, c'est fures vobiscum. Les voleurs sont avec vous. Parce que l'Église a toujours été, on l'a vu, n'est-ce pas, depuis le 15e siècle, l'Église a toujours été une idéologie pour voler les ressources des autres. L'Église a toujours été un instrument aux mains des colons pour maintenir les populations dans la sujétion pour qu'elles ne se soulèvent jamais au nom d'un paradis qui leur est promis par un Jésus. Pendant l'époque de l'esclavage, même s'il nous avait apporté Jésus, il ne nous trouvait pas suffisamment égaux à eux pour qu'on assiste à la même messe qu'eux. L'esclave n'assistait pas à la même messe que son maître. L'esclave n'entendait pas non plus la même homélie que le maître. L'homélie qui était conçue pour l'esclave était conçue pour lui. Et celle que le maître d'esclave entendait était une autre homélie. Alors, nous n'étions pas suffisamment humains pour nous asseoir sur le même banc d'église et puis dans l'au-delà, on va être égaux, bon Dieu, les colons d'ici-bas vont rester les mêmes colons dans l'au-delà. Ils vont continuer à pratiquer leur racisme dans l'au-delà. Ne nous trompons pas. Donc il n'est pas normal que la religion qui m'a été apportée par mes pires ennemis soit devenue ma religion nationale, parce que la religion en réalité est un outil du néocolonialisme. C'est ainsi qu'on nous garde soumis, c'est ainsi qu'on nous garde, n'est-ce pas, en contrôle sous les anciens colons. Ah. Troisième outil du néocolonialisme, la culture. Ah, vous allez voir. Dans tous les pays composés d'afro-descendants ou dans les pays africains, il y a toujours quelque chose qu'on appelle un institut haïtiano-français ou un institut franco-haïtien ou un institut, n'est-ce pas, congo-belge. Mettez-en. Donc, un institut dans lequel l'ancien colon nous transmet sa culture, nous transmet sa langue, nous transmet ses films, nous transmet, n'est-ce pas, ses émissions de radio. Moi, en tout cas, quand j'étais jeune, la bonne façon de parler, c'était d'imiter l'accent français. On était content de suivre un cours de diction, un cours d'art oratoire à l'Alliance française du Cap-Haïtien. Mais qu'est-ce qu'on nous proposait, n'est-ce pas, comme modèle? Comme modèle oratoire, c'était le modèle français. Qu'est-ce qu'on nous proposait, n'est-ce pas, comme langue de transmission d'une culture élevée, celle française, donc la culture. La dernière fois que je me suis rendu en Haïti, je suivais justement la télévision nationale. Sur cette télévision nationale, on passait surtout des feuilletons dominicains, des feuilletons américains, des films français. Qu'est-ce qu'il y avait d'haïtien là-dedans? Et les gens sont à ce point perdus qu'ils ne réalisent même pas qu'en projetant pour leur jeunesse des films qui viennent de la France, des films qui viennent, n'est-ce pas, des États-Unis, des films qui viennent de la République dominicaine, ils sont en train de faire la promotion d'une culture étrangère auprès de leur propre jeunesse, mais ils n'y pensent pas. C'est pas pour rien que quand un pays veut gérer son indépendance, il impose un quota aux films,
ou aux musiques qui viennent de l'étranger. Par exemple, au Québec, on ne peut pas décider qu'on va passer à toute heure de la journée à la radio des musiques américaines, des musiques françaises. Non, il y a des quotas. Autrement, on perd la licence. C'est comme ça qu'on gère son indépendance. Ah, quatrième outil, la coopération internationale. Ah, vous savez ce que c'est que la coopération internationale? Les ONG. Les organismes non gouvernementaux, les organisations non gouvernementales. Vous savez, en 1997, il y a un intellectuel haïtien qui a relevé qu'en Haïti, il y avait plus de 800 ONG enregistrées. Imaginez, plus de 800 ONG qui sont enregistrées en Haïti. Un petit territoire d'à peine 27 000 km² pour une population d'alors d'environ quoi? 9 à 10 millions d'habitants. Plus de 800 ONG enregistrées. Dans des pays africains ou dans des pays noirs, il y a des ONG pour toutes sortes de raisons. Une fois, il y avait une ONG qui recevait de l'argent du gouvernement du Canada pour distribuer des condoms dans des quartiers défavorisés. Alors, ça prend un ONG canadien qui est payé par l'argent des Canadiens pour aller distribuer des condoms aux pauvres Haïtiens. Donc, il n'y a pas de nationaux haïtiens qui soient suffisamment formés en termes de maladies sexuellement transmissibles pour dire à leurs confrères, porter des condoms. Ça prend que des Canadiens soient payés avec des dollars canadiens, avec des privilèges canadiens pour aller distribuer des condoms aux pauvres Haïtiens qui sont suffisamment idiots pour ne pas savoir comment utiliser des condoms. Eh bien, la vérité, c'est que les ONG, c'est des méthodes que des pays colonisateurs se donnent pour contourner l'action gouvernementale. Ce sont des méthodes qu'ils se donnent pour éviter de faire de l'aide directe aux pays anciennement colonisés. Le prétexte, c'est que ce sont des gouvernements corrompus, ce sont des politiciens, n'est-ce pas, corruptibles. On ne peut pas leur faire confiance. On va envoyer nous-mêmes nos ONG avec nos personnels grassement payés pour leur dire comment forer un puits, pour leur dire comment faire de l'agriculture, pour leur dire comment porter un condom, ou alors pour dire à ces femmes-là d'exiger à leurs partenaires de porter un condom. Vraiment? Si vous voulez comprendre que les ONG soient une méthode pour contrôler les pays anciennement colonisés, essayez-vous d'appliquer dans une ONG canadienne pour aller en Haïti. Vous n'êtes pas assez digne pour aller dans ce pays avec de belles plages. Vous savez, après le tremblement de terre, on recherchait de l'aide. On voulait envoyer du personnel médical, on voulait envoyer du personnel pour la sécurité, puisque le pays s'était effondré. Je connais des infirmières qui ont appliqué pour y aller. Elles sont des infirmières haïtiennes, elles ont le diplôme d'infirmière du Canada. En plus, elles parlent créole, elles connaissent la culture. Allons donc, on envoyait des infirmières blanches. Parce que ces infirmières haïtiennes, elles sont noires, on ne peut pas les envoyer dans ce beau pays, mais non, il faut qu'elles restent dans ce pays froid qu'est le Canada. Et on va envoyer nos infirmières blanches profiter de la belle plage. Je connais des policiers haïtiens qui ont appliqué pour pouvoir aller donner la sécurité dans leur pays. Ils sont des policiers haïtiano-canadiens. Et puisque le Canada était prêt à aller aider Haïti en matière de sécurité, ils se sont inscrits en disant, nous sommes des Haïtiens, nous parlons créole, nous connaissons la culture, mais vous êtes fous. Envoyer des policiers haïtiens en plein hiver en Haïti, mais bon Dieu, il faut qu'ils restent ici. Et on va envoyer des Blancs profiter des plages. Vous avez sûrement entendu parler des scandales de corruption au sein de l'Oxfam. Vous avez entendu parler des scandales de corruption au sein de la Croix-Rouge internationale.
Si les ONG pouvaient développer un pays, Haïti serait le pays le plus développé sur la Terre, à en juger par le nombre d'ONG pour à peu près chaque secteur de la vie nationale. Il y a des ONG qui viennent de partout, du Canada, des États-Unis, de la France, etc. Et quand on ne fait pas attention, ce sont des pédophiles. Moi, dès qu'un étranger me dit qu'il va ouvrir un orphelinat en Haïti, je dis, ah voilà, il va essayer de couvrir cette tendance de pédophilie sous le beau nom de l'orphelinat. Pourquoi? Parce que il y a une pauvreté telle que on trouve des enfants à tous les coins de rue et ces enfants-là se font exploiter au nom de la coopération internationale. La coopération internationale, c'est un outil que ces pays colonisateurs se donnent pour contrôler nos territoires d'aujourd'hui. C'est cette semaine qu'on a finalement appris qu'on ne va porter aucune accusation criminelle contre des soldats canadiens qui ont eu un comportement répréhensible vis-à-vis des femmes haïtiennes. Quand on dit comportement répréhensible, ça veut dire viol, ça veut dire harcèlement. Mais vous savez, ce n'est pas l'État haïtien qui les a jugés, ces soldats. C'est le Canada qui a enquêté sur le comportement de ses propres soldats. Donc, conflit d'intérêts, je repasserai, pas vrai? Et qui a décidé qu'il n'y aurait pas d'accusation criminelle contre ses propres soldats. Au nom de la coopération internationale, l'international nous apporte, n'est-ce pas, ces maladies. Haïti a attrapé le choléra par, justement, les troupes onusiennes. À titre de comparaison, êtes-vous déjà allé à Cuba? Vous aurez beau chercher toutes ces ONG, vous n'en trouverez pas parce que Cuba est devenu un pays véritablement indépendant. Après la coopération internationale, il y a la haute finance internationale. Vous savez, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, c'est des mafias. Ce sont des institutions mafieuses. En fait, toutes ces institutions qu'on appelle de Bretton Woods Institutions, les institutions que les Occidentaux se sont donnés après la Seconde Guerre mondiale, ce sont des outils qu'ils se donnent, ces pays-là, pour maintenir le contrôle de ces ressources des pays anciennement colonisés. Savez-vous que l'Afrique paye au FMI, au Fonds monétaire international, jusqu'à 5 fois plus qu'elle n'en reçoit sous forme d'aide? Voilà que, en termes d'intérêt seulement, l'Afrique paye beaucoup plus que ce qu'elle reçoit. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Vous savez, dans les années 80, le Canada, qui se donnait alors un visage angélique, se proposait d'aider le royaume du Lesotho en Afrique australe. Le Canada, bon Dieu, s'est fait une réputation. Nous allons aider ce petit pays de l'Afrique australe, etc. Nous allons leur envoyer nos experts. Nous allons leur prêter de l'argent, etc. Oups! Sauf qu'à un moment donné, on a réalisé que jusqu'à 70% de l'aide que le Canada offrait au Lesotho revenait au Canada, que ce soit sous forme de services sur le prêt, que ce soit sous la forme des salaires que les experts canadiens touchaient en allant travailler dans le petit royaume de Lesotho. Et les journalistes d'enquête ont demandé au premier ministre d'alors, dans les années 80, Pierre Elliott Trudeau, mais vous prétendez aider le Lesotho, mais 70% de l'aide revient au Canada. Vous savez quelle a été sa réponse, pince sans rire? En aidant le Lesotho, on n'a jamais dit qu'on ferait de la charité. En réalité, quand vous comprenez la nature de l'aide internationale, c'est l'aider qui aide l'aidant. Je reprends cet oxymore.
c'est jamais l'aidant qui aide l'aider. En créole, on dit c'est pas nous qui soudo bœuf là, c'est bœuf là qui soudo nous. En bonne traduction, ce n'est pas l'enfant qui est assis sur le dos de la vache, c'est plutôt la vache qui est assise sur son dos. Donc, ce n'est jamais l'aidant qui aide l'aider, c'est plutôt le contraire, c'est l'aider qui aide l'aidant. Quand on voit ce qu'on paye en termes de service de la dette, quand on voit ce qu'on paye en termes de salaire, n'est-ce pas, aux experts internationaux, la haute finance internationale est un outil qui est utilisé par les pays colonisateurs pour maintenir le contrôle sur les pays anciennement colonisés. L'émigration est aussi un autre outil pour maintenir la colonisation de ces pays anciennement colonisés. Mais vous dites en quoi l'émigration est un outil? Oui, bien sûr. Dans le cas d'Haïti, la plupart des compétences haïtiennes se retrouvent à l'extérieur. Et on est en train de suivre l'exemple haïtien pour d'autres pays africains. On est en train, n'est-ce pas, de provoquer des instabilités dans ces pays africains, ce qu'on appelle les push factors, pour pouvoir attirer les compétences noires vers des pays occidentaux, les pull factors. Donc, en sorte que l'émigration, c'est aussi un outil du néocolonialisme. Quand on chasse toutes les personnes compétentes, quand on chasse tous les beaux cerveaux, ce qu'on appelle l'hémorragie, n'est-ce pas, des cerveaux haïtiens, eh bien, on maintient la colonisation de ces territoires-là parce qu'on ne peut faire du développement qu'avec des ressources humaines. Mais la méthode la plus terrible, ce sont les élections. Vous notez comment, sous prétexte que l'international veut observer le déroulement des élections, tous les pays colonisateurs font attention au déroulement des élections dans les pays anciennement colonisés. La France va s'intéresser à ce qui se passe lors des élections en Côte d'Ivoire. La Belgique va continuer à s'intéresser lors des élections, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo. Les États-Unis s'intéressent, le Canada, la France continuent à s'intéresser aux élections haïtiennes. Savez-vous pourquoi? Parce que il n'y a pas de véritables élections dans ces pays-là. Il y a un livre dont je vous recommande la lecture. Le livre d'une compatriote, Ginette Chérubin, qui s'appelle « Dans le ventre pourri de la bête ». Cette Ginette Chérubin, en plus d'avoir été ministre, fut membre, n'est-ce pas, du Conseil électoral provisoire en Haïti. C'est-à-dire l'entité qui est responsable non seulement de l'organisation des élections, mais de la promulgation des résultats de ces élections. Cette dame nous rapporte que lors des élections, par exemple, de 2010, l'international est venu. Quand on dit l'international, ça veut dire l'ambassadeur américain, l'ambassadeur français, l'ambassadeur du Canada, le représentant des Nations Unies en Haïti. Ils sont venus voir les membres du Conseil électoral provisoire avec leur propre liste d'élus. Et lorsque ces membres du Conseil électoral provisoire ont regimbé en disant, écoutez, mais ils sont pas élus, eh bien, ces ambassadeurs-là ont dit, écoutez, nous, c'est eux qu'on veut. C'est ainsi qu'on va se retrouver avec un Michel Martelly comme président et son successeur aujourd'hui, Jovenel Moïse. C'est ainsi qu'on va se retrouver avec des sénateurs, des députés qui ont tout sauf le patriotisme et qui savent qu'ils sont placés là pour servir la cause des pays colonisateurs. Les élections sont un outil aux mains des pays anciennement colonisateurs et qu'ils utilisent, n'est-ce pas, pour maintenir le contrôle de ces territoires-là. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces dirigeants? Vous allez le noter. Puisqu'ils savent, ces dirigeants politiques, qu'ils ont été placés par les pays tuteurs, puisqu'ils savent qu'ils ont été placés par les anciens colons, ils vont mettre à exécution l'agenda de ces anciens colons.
En Côte d'Ivoire, le président va mettre à exécution l'agenda de la France. En Haïti, le président va mettre, n'est-ce pas, à exécution l'agenda des États-Unis, l'agenda du Canada, l'agenda de la France. Et au diable, n'est-ce pas, les intérêts de la population haïtienne. Nos dirigeants ne sont pas là pour nous, ils sont là pour eux. J'ai parlé tout à l'heure des organisations internationales, j'ai parlé du FMI, j'ai parlé, n'est-ce pas, de la Banque mondiale. Vous savez, ce sont ces organisations internationales-là qui vont imposer des conditions avant de prêter de l'argent à des pays pauvres, des pays africains, des pays des afro-descendants. Et dans leurs conditions, souvent, ils vont demander à ces pays-là, n'est-ce pas, de privatiser des organismes des entités qui appartenaient à l'État. Ces organisations vont demander à ces pays-là de libéraliser leurs frontières pour pouvoir laisser entrer les produits des pays colonisateurs. C'est ainsi qu'après le tremblement de terre, c'est digne de mention, l'ancien président américain Bill Clinton a présenté des excuses officielles au peuple haïtien. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il a dit que lorsqu'il a accédé au pouvoir en tant que président des États-Unis, Haïti avait encore l'autonomie alimentaire, ce qu'on appelle l'autarcie alimentaire. Le paysan pouvait manger à sa faim. Le peuple haïtien n'était pas obligé de tout importer pour nourrir sa population. Mais Bill Clinton, en tant que président des États-Unis, a tellement fait pression sur le gouvernement haïtien pour qu'il libéralise les frontières, pour qu'il laisse entrer les produits américains, qu'en très peu de temps, les produits américains ont tué les produits haïtiens, en sorte qu'aujourd'hui, on importe tout. Bill Clinton a demandé pardon à la population haïtienne. Je ne crois pas un traître mot à son pardon, mais il faut retenir cette leçon. C'était l'une des conditions qu'on avait imposées au peuple haïtien pour obtenir des prêts de la Banque mondiale ou du FMI. Il faut ouvrir les frontières, il faut laisser entrer les produits américains. D'autres fois, le FMI ou la Banque mondiale vont imposer ce qu'on appelle les programmes d'ajustement structurel. Par les programmes d'ajustement structurel, ces mafias internationales que sont le FMI et la Banque mondiale déstructurent tout simplement l'économie des pays noirs, déstructurent tout simplement l'économie des pays afro-descendants pour les garder liés aux mains des anciens colons. Mais revenons à la méthode des élections. On a vu que par la méthode des élections, les pays colonisateurs placent leurs pions politiques de manière à s'assurer que ce soit leur agenda à eux, les pays colonisateurs, qui est exécuté sur le territoire des pays anciennement colonisés. Et une bonne façon de mesurer le patriotisme de ces gouvernements placés par les véritables maîtres, c'est de regarder leur menu législatif. Haïti vient de faire école avec son président Jovenel Moïse. Le 24 juin dernier, ce président a réussi un exploit. Il a réussi l'unanimité contre lui par des décrets qu'il a publiés. Et ces décrets révèlent qu'il ne travaille pas pour son peuple, mais qu'il travaille pour les lobbies internationaux desquels il reçoit de l'argent pour mettre à exécution leur agenda et non travailler pour l'intérêt de sa propre population. Imaginez, les amis, puisque le Parlement est caduc, le président dirige désormais par décret. Le 24 juin dernier, le président a modifié le code pénal haïtien. Il y a introduit de nouveaux décrets. Je voudrais vous en parler ce matin. Et vous allez voir à quel point le néocolonialisme est mauvais pour les populations locales. Le président a introduit un premier décret qui légalise le mariage homosexuel et qui punit les prêtres et les pasteurs
par l'emprisonnement qui refuserait de marier les homosexuels. Il ne s'agit pas de savoir est-ce que personnellement je suis pour le mariage des homosexuels. Il s'agit de se demander est-ce qu'une telle loi est conforme aux us et coutumes de la population haïtienne? Est-ce qu'une telle loi correspond à la tradition haïtienne? À cette question, la réponse est incontestablement non. Et pourtant, le président introduit ce décret qui légalise le mariage homosexuel et il punit d'emprisonnement les pasteurs et les prêtres qui, par acquis de conscience, refuseraient de marier les homosexuels. Pour qui travaille-t-il? Il ne travaille sûrement pas pour les Haïtiens, il travaille pour les lobés qui lui ont donné de fortes sommes d'argent de manière à déstructurer les valeurs culturelles de ce pays. Deuxième décret. Imaginez que, contrairement à ce que veut le bon sens, le président Jovenel Moïse réduit à l'âge de 15 ans l'âge de la majorité sexuelle. Est-ce que vous m'entendez? Ça veut dire, par ce décret, dans 2 ans, un enfant de 15 ans, parce que une personne qui a 15 ans est un enfant de 15 ans pourra donner son consentement sexuel à n'importe quel autre adulte et ce consentement sera considéré comme légal. Imaginez. Par ce décret, le président d'Haïti est en train de transformer Haïti en un haut lieu, en une plaque tournante pour la prostitution juvénile. Ça veut dire tous les charognards, tous les salopards, tous les pervers qui n'arrivent pas à laisser libre cours à leur pédophilie dans leur pays, ils vont venir faire du tourisme sexuel en Haïti parce que là, ils pourront sodomiser, parce que là, ils pourront baiser, parce que là, ils pourront violer des enfants de 15 ans parce que l'âge de la majorité sexuelle a été rabaissé à 15 ans par qui? Par le président d'Haïti. Pour qui travaille-t-il? Il ne travaille pas pour la population haïtienne. Désormais, il est permis à un jeune de consommer de l'alcool. Et le président ajoute, ce qui est interdit, c'est l'abus de l'alcool. Mais un mineur pourra consommer de l'alcool, c'est pas grave. S'il en abuse, là, ce sera grave. Et si vous avez encore le cœur solide, voici l'autre décret du président. Tout le monde sait que l'inceste, c'est des relations sexuelles entre des gens appartenant à la même famille, à la même parenté. Eh bien, le président vient de réduire à sa plus simple expression la définition de l'inceste. Désormais, l'inceste, c'est les relations sexuelles entre père et enfant, entre mère et enfant. Donc, il peut y avoir des relations sexuelles entre un oncle et sa nièce, entre un oncle et un neveu, entre des cousins, c'est pas grave. L'inceste, c'est la relation entre le père, la mère et l'enfant. Pour qui travaille-t-il, ce con? Il ne travaille pas pour la population haïtienne. Voilà pourquoi il faut le renverser par tous les moyens. Je dis bien, il faut renverser de tels gouvernements par tous les moyens parce qu'ils ne travaillent pas pour leur population. Le président Jovenel vient de prouver que l'un des outils les plus redoutables du néocolonialisme consiste à placer des pions politiques qui ne travaillent pas pour leur population, mais qui exécutent les agendas pervers des lobbies internationaux. Je veux qu'on me comprenne. Quel est l'objectif du néocolonialisme? Soyons clairs. L'objectif du néocolonialisme, c'est de continuer à exploiter les ressources des territoires au profit des pays colonisateurs et de maintenir les populations des pays anciennement colonisés dans la pauvreté. Je reprends. Quel est l'objectif du néocolonialisme? C'est d'exploiter les ressources et les richesses des territoires anciennement colonisés au profit des colons et de continuer à maintenir les populations de ces territoires immensément riches dans la pauvreté. Pour y arriver, savez-vous ce qu'ils font, ces pays colonisateurs? Ils déstructurent les populations.
en leur imposant des religions qui ne sont pas les leurs, en leur donnant un calendrier scolaire ou un programme scolaire qui ne correspond pas à leur mentalité, en les portant à perdre confiance en elles-mêmes, en leur donnant des dirigeants qui ne travaillent pas pour eux, et en utilisant les médias comme outils de propagande pour tuer tout ce qui est de nature à redonner confiance à ces populations. Vous savez, ces pays colonisateurs sont à ce point féroces. Vous savez qu'il y a une férocité occidentale. Que quand il y a un événement qui est de nature à redonner de la fierté à ces populations, ils font tout pour vous empêcher d'en entendre parler. À cet effet, le professeur Claudie Delnay a écrit un excellent livre qui a pour titre « La révolution haïtienne dans l'imaginaire occidental ». Écoutez le sous-titre « Occultation, banalisation et trivialisation ». Pendant 500 ans, les pays occidentaux ont répété que les peuples noirs étaient incapables d'autodétermination, ils sont incapables de s'autogérer. Donc, l'indépendance haïtienne a été perçue comme un orage dans un ciel serein. Ils ont tout fait pour occulter cette nouvelle, pour la banaliser, pour la trivialiser. Ça aussi, c'est un outil, la propagande occidentale, pour nous porter, nous les peuples noirs, à perdre confiance en nous-mêmes, pour nous porter à nous faire oublier que nous sommes capables d'autodétermination, nous sommes capables de nous gérer parce que nous l'avons fait pendant plusieurs siècles, bien avant la civilisation occidentale. On ne peut combattre le racisme que si on comprend le néocolonialisme. Alors la question, comment sortir du néocolonialisme? En reprenant le contrôle de tout ce que les colons nous ont pris. Rapidement. Puisque c'est par l'école qu'ils nous contrôlent, eh bien désormais, on va avoir de véritables écoles nationales qui répondent aux mentalités de nos peuples. Puisque c'est par la religion qu'il nous contrôle, on va chasser la religion du maître. Car la religion du maître, comme comprennent bien, c'est aussi l'ennemi. Parce que c'est un outil idéologique aux mains du maître. Puisque c'est par leur culture qu'ils nous contrôlent, on va faire la promotion de notre culture plutôt que de leur culture à eux. Puisque c'est par l'émigration qu'ils font fuir nos cerveaux, il nous faut des gouvernements qui encouragent le retour des ressources humaines, car il ne peut y avoir de développement sans ces cerveaux qui ont laissé nos pays. Puisqu'on a vu que la coopération internationale n'aide pas véritablement nos pays, puisqu'on a vu que le FMI et la Banque mondiale ne sont pas là pour nous, mais que ce sont des institutions mafieuses qui, par les taux d'intérêt et par les conditions qu'elles nous imposent, travaillent plus pour les pays colonisateurs que pour nos pays, pourquoi ne pas nous donner des moyens pour des coopérations sud-sud? On a vu ça avec le Venezuela. On a vu ça avec Cuba. Il faut parler de cet exemple-là. Pendant la COVID-19, tandis que toutes les frontières étaient fermées et que tous les pays gardaient leurs médecins, Cuba a envoyé des médecins dans le monde pour aider les autres pays. C'est ce type de modèle-là qu'il nous faut. C'est la véritable coopération sud-sud. L'autre modèle de coopération, c'est de l'exploitation des pays colonisés par les pays colonisateurs. Puisque les ONG sont une façon par les pays colonisateurs de contourner l'action gouvernementale, nous n'avons pas besoin de la Croix-Rouge internationale, nous n'avons pas besoin d'Oxfam, nous n'avons pas besoin de ces ONG qui vont enseigner à nos gars comment porter des condoms. Ce sont des mécanismes d'exportation des chômeurs des pays du Nord vers nos pays du Sud pour, n'est-ce pas, sodomiser nos jeunes, violer nos jeunes filles, et profiter de nos plages. Enfin, puisque c'est par les dirigeants politiques qu'ils exécutent leurs agendas, mesurons le patriotisme de ces dirigeants. Et s'ils ne sont pas patriotes, chassons-les.
Les États-Unis ont fait leur indépendance au nom de quel principe? Le principe, il était simple. No representation, no taxation. Si vous ne nous représentez pas, vous n'avez pas le droit de nous taxer. Eh bien, nous avons chez nous, dans les pays africains ou dans des pays afro-descendants, des gouvernements qui sont là pour l'agenda des pays colonisateurs. Il faut les chasser de toutes les façons pour nous donner nos propres gouvernements. Car il n'est pas normal que nous vivions sur ces territoires immensément riches et qu'on nous maintienne dans ces états de pauvreté abjecte. Il faut reprendre le contrôle de notre destinée. Il faut reprendre le contrôle de notre destin. Car on ne peut pas combattre le racisme si on ne combat pas le néocolonialisme. Mes chers amis, je reviens pour vous remercier de votre fidélité à l'émission. Merci pour ceux qui partagent nos vidéos, qui créent des groupes de discussion. C'est ce qu'on veut pour que ce qu'on dit à cette émission puisse être entendu, remis en question et véhiculé. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité à cette émission. Merci aussi de liker, donc continuez à le faire parce que vous notez qu'il y a une grande différence entre le nombre de visionnements et le nombre de likes. Likez, partagez aussi, n'est-ce pas, dans vos réseaux respectifs, dans vos groupes, les vidéos. On veut qu'il y ait un plus grand nombre, n'est-ce pas, de gens qui entendent ce qu'on dit. Alors, enfin, je vous invite à vous abonner à notre page. On veut atteindre, n'est-ce pas, cet objectif de 10 000 abonnements. Nous y sommes presque, mais nous n'y sommes pas encore. On compte sur vous pour atteindre cet objectif. Merci d'avoir été à l'écoute. On garde le moral, on garde le sourire. Et il y en a qui m'ont posé la question, comment faire pour soutenir financièrement ce qu'on fait ici? Pour l'instant, abonnez-vous. Partagez ce qu'on dit, ce qu'on fait, mais si vous voulez avoir mes livres, vous pouvez les commander, c'est une bonne façon de m'encourager. Vous pouvez les commander sur mon site www.jeanfilsaimé.com. Merci d'avoir été là, likez, gardez le moral, gardez le sourire, car tant que va le moral, tout va. Au revoir. Libérez l'Afrique, nous ne voulons plus de vous. Libérez l'Afrique, nous ne voulons plus de vous. Vous nous avez assez dupé, nous ne voulons plus de vous. Nous ne voulons plus de vous. Libérez l'Afrique, nous ne voulons plus de vous. Libérez